Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de 22 heures. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le chef de l'État a dirigé ce mardi la 20e séance du Conseil des ministres consacrée à des dossiers stratégiques. Et cette alerte inquiétante selon un rapport présenté au sommet de l'ONU à Riyad sur la désertification, près de 40% des terres fertiles de la planète sont affectées par la sécheresse. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, s'est tenue ce mardi 10 décembre la 20e séance du Conseil des ministres. Plusieurs textes ont été examinés et approuvés au cours de cette réunion. Écoutons à présent le porte-parole du gouvernement par intérim, M. Ali Hassan Badan. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 10 décembre 2024 la 20e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques. Projet de loi portant approbation des comptes financiers pour les exercices 2020 à 23 du Laboratoire national d'analyse alimentaire, l'ANA. Les comptes financiers 2023 du Laboratoire national d'analyse alimentaire sont arrêtés en produits à 386 630 000 francs Djibouti et en charge à 581 255 000 francs Djibouti. Les produits de l'exercice se chiffrent à 386 millions et connaissent une augmentation de 45 millions de francs Djibouti par rapport à l'exercice précédent où il y avait 340 millions de francs Djibouti. Quant aux charges, les charges de l'exercice s'élèvent à 581 millions et connaissent une légère hausse par rapport à celle de l'exercice précédent. Les principaux postes de charges sont les achats et autres charges d'approvisionnement, les charges de gestion et les charges de personnel. Les créances clients et comptes rattachés se chiffrent à 13 millions de francs Djibouti. Les emprunts auprès des établissements publics, les emprunts auprès des établissements de crédit se chiffrent à 37 millions en 2023 contre 60 millions en 2022. Les dettes fournisseurs se chiffrent à 24 millions de francs Djibouti. En 2023, le laboratoire a réalisé des investissements de près de 5 millions de francs Djibouti en acquisition de logiciels, matériel informatique et construction et extension, ainsi qu'augmentation des installations. Le Conseil des ministres a également apuré et approuvé le compte financier de l'ANA pour les exercices allant de 2020 à 2022. Deuxième question, projet d'arrêté portant adoption du projet de budget prévisionnel 2025 du Laboratoire national d'analyse alimentaire. Le budget prévisionnel de l'ANA pour l'exercice 2025 est présenté en équilibre entre produits et charges à la somme de 442 470 000 francs Djibouti. Le budget de l'ANA connaît une augmentation de plus 31 millions et passe de 411 millions pour 2024 à 442 millions pour 2025. Les recettes prévisionnelles s'élèvent à 442 millions et sont constituées de redevances sur le contrôle sanitaire des denrées alimentaires, des prestations des services d'analyse d'autocontrôle, des prestations d'inspection mobile. Et l'augmentation des redevances s'appuie sur la hausse observée dans les importations des denrées alimentaires en 2023. Les charges prévisionnelles du laboratoire connaissent une progression en passant de 358 millions en 2024 à 389 millions en 2025, les principaux charges étant les achats, les services extérieurs et autres charges externes, ainsi que les charges du personnel. En 2025, le Laboratoire national d'analyse alimentaire prévoit d'investir 52 millions de francs Djibouti dans la construction et l'extension du bâtiment administratif, ainsi qu'à l'acquisition du mobilier de laboratoire. Il prévoit également l'acquisition de matériel informatique et de matériel de climatisation, ainsi que l'acquisition de matériel roulant. Dans le cadre de ces missions, le Laboratoire national d'analyse alimentaire prévoit d'élargir la gamme des analyses disponibles par le développement de 2 grands pôles d'analyse
en physico-chimie alimentaire. Ministère des Infrastructures et de l'Équipement. Troisième question. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence djiboutienne des routes pour l'exercice 2023. Les comptes financiers de l'ADER pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produit à 1,372 milliard francs Djibouti et en charge à 1,343 milliard francs Djibouti avec un résultat excédentaire de 29 890 000 francs Djibouti. Les résultats de l'exercice excédentaire mais connaît une baisse et passe de 114 millions en 2022 à 29 millions en 2023. Les produits de l'exercice connaissent une baisse également et passent de 1,850 milliard en 2022 à 1,370 milliard en 2023. Cette baisse est liée à une forte diminution des revenus des prestations de travaux, moins 447 millions, et des produits exceptionnels, moins 275 millions. Par contre, la subvention de l'État connaît une progression en passant de 357 millions en 2022 à 599 millions en 2023. Les charges de l'exercice connaissent une forte diminution et passent de 1,7 milliard à 1,3 milliard entre 2022 et 2023. Les principaux postes de charges sont les consommations en provenance des tiers et les charges de personnel. Quatrième question, projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2025 de l'Agence djiboutienne des routes. L'Agence djiboutienne des routes a pour l'exercice 2024 est présentée en produit 1,611 620 000 en charge et 1,611 620 000 en produit. Quant au budget prévisionnel 2025, il connaît une progression et se chiffre à 1,6 milliard pour 2025 alors qu'il était de 1,5 milliard en 2024. Les produits sont constitués de revenus VRD dans les anciens lotissements, 665 millions, de revenus de VRD dans les nouveaux lotissements, 300 millions, des prestations de travaux, 28 millions, des prestations d'études et de contrôle, 20 millions, et de subventions de l'État, 367 millions. Les charges d'exploitation prévisionnelles connaissent une légère progression, plus 69 millions francs Djibouti, par rapport au budget précédent. Les principaux postes sont les charges extérieures, 427 millions, qui intègrent le carburant et les lubrifiants ainsi que les pièces détachées. Les charges du personnel s'élèvent à 820 millions en 2025 contre 873 millions en 2024 et connaissent donc une hausse de 7 millions, l'effectif est passé à 397 employés en 2024. En 2025, l'ADER va réaliser des investissements d'un montant de 79 millions en acquisition de logiciels, en construction, en matériel et outillage et matériel informatique et mobilier de bureau, ainsi qu'un matériel de transport. L'ADER va poursuivre la finalisation des projets en cours et la réalisation d'études intégrées des infrastructures routières pour renforcer les voies urbaines de la ville de Djibouti. Et poursuivons avec le compte rendu de cette 20e séance du Conseil des ministres, toujours avec le porte-parole du gouvernement par intérim. Ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Cinquième question, projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2025 du Fonds de développement économique de Djibouti. Le budget 2025 du Fonds de développement est présenté en produit à 358 285 000 et en charge à 321 857 000 avec un résultat excédentaire de 36 427 000. Les produits prévisionnels connaissent une légère baisse et passent de 385 millions en 2024 à 358 millions en 2025. Les produits est constitué principalement de subventions de l'État qui est reconduite en 2025 et s'élève à 156 millions et les intérêts sur les opérations de crédit et produits de liquidation de l'ex-banque de développement ainsi que les produits des frais d'intervention. Les charges de fonctionnement prévisionnelles connaissent une baisse de 2,9% par rapport au budget précédent et se chiffre à 298 millions francs. Cette baisse est liée à la diminution des charges financières
moins 8 millions, et s'élève à 30 millions en 2025. Les charges de personnel s'élèvent à 199 millions en 2025 contre 197 millions en 2024. Donc l'année 2025, le Fonds de développement économique de Djibouti va réaliser des investissements d'un montant de 25 millions destinés à la mise en conformité et à la maintenance des infrastructures électriques, en acquisition de matériel et mobilier de bureaux, matériel informatique et matériel de transport. Ministère de la Défense chargé de relations avec le Parlement. Sixième question, projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 et le rendant exécutoire le budget de la Caisse militaire de retraite. Le budget prévisionnel de la Caisse militaire de retraite pour l'exercice 2025 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 866 300 000. Ce budget prévisionnel connaît une baisse et passe de 2,9 milliards en 2024 à 2,8 milliards en 2025. Les recettes prévisionnelles s'élèvent à 2,8 milliards, plus exactement 2 860 millions, et sont constituées en cotisations versées par les différents régimes de l'armée en 2025 contre 2 348 millions l'année précédente, et la subvention de l'État. La subvention de l'État qui connaît, elle, une diminution et passe pour l'exercice à venir à 499 millions, alors qu'elle était de 612 millions pour 2024. Les dépenses prévisionnelles s'élèvent à 2 860 millions et sont composées de dépenses techniques relatives aux différents types de pensions, à savoir les retraites, les invalidités, des réformes et des prestations familiales, qui se chiffrent à 2 600 millions. Elles représentent 91% des dépenses totales de la Caisse. Les dépenses techniques connaissent une baisse, 94 millions, due à la diminution des rappels des pensions d'invalidité. Les dépenses de gestion s'élèvent à 217 millions de francs en 2025, contre 212 millions l'année précédente. Ces dépenses intègrent les charges de personnel, 113 millions, les achats, 27 millions, les services extérieurs, 12 millions, et les autres services, 22 500 000. Le budget d'investissement s'élève quant à lui à 33 500 000, qui sont destinés aux travaux d'aménagement du bâtiment de la Caisse militaire de retraite, à l'acquisition de matériel informatique et de bureaux, ainsi qu'à l'acquisition de moyens de transport. Ministère de la Santé. Septième question, projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour 2025 de la centrale d'achat des médicaments et matériel essentiel, la CAM. Le budget prévisionnel 2025 de la CAM est présenté en produit à 1 866 500 000 et en charge à 1 831 50 000 francs Djibouti, avec un résultat net de 35 450 000. Le résultat prévisionnel est en augmentation et passe de 26 millions en 2024 à 35 millions en 2025. Les produits de la CAM connaissent une hausse, proviennent des ventes des médicaments, matériels médicaux, réactifs, solutés et vaccins, en total 1,119 milliard, et de la subvention de l'État. Les charges prévisionnelles connaissent une augmentation avec une progression en passant à 1,810 milliard en 2024, qui était 2024, et passe à 1,830 milliard en 2025. Les charges de fonctionnement s'élèvent à 1,770 milliard. Les principaux postes de charges sont les achats des services extérieurs, les autres charges externes et les charges de personnel. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 59 500 000 et concernent les droits de mise à jour des logiciels, de réhabilitation des entrepôts sinistrés et l'acquisition de matériel bureautique. En 2024, la CAM a réalisé un audit organisationnel et a élaboré un plan de formation pour développer les compétences de ses employés, un guide de quantification des médicaments essentiels et lancé le projet One Time Delivery. En 2025, la CAM prévoit la rénovation d'un entrepôt de 800 m², la construction de 2 entrepôts régionaux et l'acquisition de nouveaux véhicules pour améliorer les distributions dans les zones difficiles d'accès pour le médicament.
Ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles. 8e question, projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour 2025 de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. Le budget prévisionnel 2025 de la Société hydrocarbures de Djibouti est présenté en produit à 58 milliards 374 millions 150 000 francs et en charge à 57 milliards 695 millions 790 000 francs de Djibouti avec un résultat bénéficiaire de 678 millions 360 000 francs. Le résultat prévisionnel connaît une baisse et passe de 768 millions en 2024 à 678 millions en 2025. Les recettes prévisionnelles connaissent une hausse, plus 3 milliards 600 millions. Elles passent de 54 milliards en 2024 à 58 milliards en 2025. Les recettes sont constituées des ventes de produits pétroliers, des produits accessoires et produits annexes. La Société des hydrocarbures prévoit une progression de ses ventes à 305 000 tonnes métriques en 2025 contre 285 millions de tonnes métriques en 2024. Les charges prévisionnelles s'élèvent à 57 milliards 800 millions. Les achats des produits pétroliers et frais accessoires s'élèvent à 54 milliards 900 000 en 2025 contre 53 milliards en 2024. Les autres achats et charges externes s'élèvent à 921 millions en 2025 contre 789 millions en 2024. Le budget prévisionnel d'investissement s'élève pour la SAIJD à 1 milliard 200 millions et concerne principalement la construction du nouveau siège qui sera inauguré début 2025. Les autres investissements sont destinés à l'acquisition de logiciels, au renouvellement du parc informatique, l'acquisition de matériel de bureau, l'agencement, l'aménagement des immeubles ainsi que l'acquisition du matériel de transport. En 2025, la Société des hydrocarbures prévoit la poursuite du projet de construction d'un site de stockage multiproduit dans la zone industrielle de Mridjok, des projets d'importation de bitume pour approvisionner le marché régional et des projets d'importation et de stockage de LPG, gaz de pétrole liquéfié. Communication. Le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques a fait un compte-rendu sur sa participation à la conférence COP 16 placée sous le thème « Notre terre, notre avenir » qui s'est tenue du 2 au 13 décembre à Riyad, en Arabie Saoudite. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un rapport sur sa participation à la 19e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel du 2 au 7 décembre qui s'est tenue à Asunción, au Paraguay. Au cours de la conférence, la ministre a pris part à la cérémonie de célébration de l'inscription du RIC sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a également fait une communication sur la tenue d'un colloque sur les évolutions et perspectives des archives djiboutiennes 2024 qui se tiendra du 18 au 19 décembre 2024 au siège des archives nationales placé sous le thème « État des archives djiboutiens, bilan, défis et perspectives ». 13 ans après le premier événement intitulé « Histoire et archives » organisé en 2011. Cet événement a pour but de dresser un état des lieux sur les archives nationales, de discuter des défis actuels et de proposer des solutions concrètes pour une gestion efficace et pérenne des archives. Ce colloque s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale du patrimoine et vise à sensibiliser l'ensemble des départements sur l'importance des documents et sur la nécessité de procéder au versement de ces archives définitives à l'Agence nationale pour la promotion de la culture, la MPC. Cet événement réunira des experts, chercheurs et professionnels du domaine pour discuter des avancées, des défis et des opportunités dans la gestion des archives à Djibouti, en collaboration avec le secrétaire régional du gouvernement. Je vous remercie. Et dans le reste de l'actualité, en prévision du débat très attendu Mjadala Africa, prévu ce vendredi 13 décembre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, est arrivé hier soir à Addis Abeba
accueilli chaleureusement par l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, Abdi Mahmoud. Cette arrivée marque le début officiel de sa participation à cet événement panafricain majeur. Elle constitue également une étape cruciale dans sa campagne pour la présidence de l'Union africaine. Organisé sous l'égide de l'Union africaine, le débat offre une tribune incontournable aux dirigeants et figures clés du continent pour débattre des défis et opportunités auxquels l'Afrique est confrontée. La présence de Mohamed Ali Youssouf y revêt une importance particulière. Sa candidature à la présidence de l'Union africaine étant au cœur de cette dynamique. Il s'apprête ainsi à partager sa vision pour l'avenir de l'organisation continentale et de l'Afrique dans son ensemble. L'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie a salué la participation du ministre Mohamed Ali Youssouf au débat, une opportunité stratégique pour mettre en avant les ambitions de Djibouti au sein de l'Union africaine. Voici un extrait de sa déclaration. Ce soir, mardi 10 décembre 2024, nous organisons un dîner officiel en l'honneur de notre candidat, son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf, avec le comité des représentants permanents appelés COREP, qui sont les ambassadeurs africains accrédités auprès de l'Union africaine en vue d'échanger avec eux sur sa vision et ses plans qu'il compte mettre en œuvre s'il est élu en février 2025. Pourquoi le COREP? Parce que le comité des ambassadeurs africains accrédités auprès de l'Union africaine sont les représentants personnels de leurs chefs d'État et de gouvernement, et c'est eux qui font rapport à leurs capitales respectifs sur toutes les activités de l'Union africaine et dans le cas d'espèce sur ces prochaines élections du leadership de l'organisation. Ensuite, demain, mercredi 11 décembre 2024, nous organisons une rencontre de notre candidat Mohamed Ali Youssouf ici à l'ambassade avec les partenaires de l'Union africaine, à l'instar de la Chine, de l'Union européenne, du Japon, des États-Unis d'Amérique, de la Turquie, et j'en passe. Le jeudi 12 décembre 2024, nous organisons toujours à l'ambassade une rencontre de notre candidat avec la presse locale et internationale. Au cours de cette rencontre, le candidat exposera sa vision et ses plans à l'endroit des médias qui auront l'occasion de lui poser les questions qu'ils voudront pour savoir un peu plus sur cette vision. Et pour nous, Djibouti, et pour notre candidat, ce sera une façon de vulgariser cette vision sur le continent et au-delà. Le vendredi 13 décembre sera le jour J. Pourquoi le jour J? Parce que c'est le jour où il y aura le débat entre les candidats en lice pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine, à savoir notre candidat, son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf, le candidat kényan et le candidat de Madagascar, puisque pour le candidat de Maurice, son pays a officiellement retiré sa candidature. Ce débat aura lieu au siège de l'Union africaine de 19h à 21h et sera en direct sur toutes les chaînes nationales des États membres de l'Union africaine. Cette deuxième édition du débat entre les candidats, puisque la première a eu lieu en 2016, donne l'occasion à tous les citoyens africains de connaître le profil des candidats pour se faire une idée qui est le meilleur candidat pour ce poste. Enfin, je voudrais remercier le président de la République qui a permis notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence Mohamed Ali Youssouf, d'être candidat à ce haut poste de la Commission de l'Union africaine. Et Inch'Allah, nous comptons être élus pour ce poste et surtout faire la différence au cours de ce débat de vendredi prochain avec nos concurrents. Merci.
Et le ministère de la Santé a organisé hier un atelier scientifique dédié à l'invasion du nouveau secteur et au traitement du paludisme. Organisé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, cet événement s'est tenu à l'hôtel Aïla et a réuni des personnalités parmi lesquelles le ministre de la Santé, le secrétaire général du ministère, le conseiller du président de la République ainsi que le représentant adjoint du bureau pays de l'OMS. L'objectif principal de cet atelier est de favoriser les échanges entre experts scientifiques et responsables de la santé publique autour des stratégies de lutte contre les vecteurs et des approches innovatrices pour traiter le paludisme. Des délégations d'experts provenant de plusieurs pays de la sous-région tels que le Yémen, le Soudan, la Somalie, le Somaliland et le Sud-Soudan participent activement à ces travaux entamés dès hier matin. Ces échanges s'enrichissent également des contributions d'institutions internationales, régionales et nationales. Pour rappel, le gouvernement djiboutien, en collaboration avec la société Oxitec, a mis en œuvre la stratégie innovante Moustique allié de Djibouti. Et cette approche repose sur l'utilisation de modifications génétiques introduisant 2 gènes spécifiques dans les populations de moustiques, notamment l'Anophel, Stephensi et l'Aedes, afin de limiter leur prolifération et réduire la transmission du paludisme et de la dengue. Lors de son intervention, le conseiller du président de la République chargé de la santé a exprimé sa gratitude envers les participants pour leur précieuse contribution à cet atelier scientifique. À l'ouverture du ministre de la Santé, du séminaire HANMAT, qui est un réseau, un network des pays de l'Afrique, de la Corne de l'Afrique, sur le traitement du paludisme. C'est vraiment une fierté, c'est la première fois que EMRO ou l'OMS en général tient un atelier de cette envergure-là à Djibouti. Ça permet de montrer que le travail qui est fait sur le terrain par notre programme de lutte contre le paludisme est assez efficient et a permis de pouvoir organiser cet événement qui est de portée régionale. Merci beaucoup. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed El-Robleh, s'est réjoui de l'organisation de cet événement. Grand plaisir et une profonde gratitude que je vous accueille aujourd'hui à cet atelier scientifique sur l'invasion du nouveau vecteur et le traitement du paludisme organisé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Le ministère de la Santé de Djibouti se réjouit tout particulièrement d'accueillir les responsables de la recherche et de l'innovation sur la lutte contre l'Anophel stephensis dans nos régions respectives. Nous vous remercions infiniment de vous être rendus disponibles pour contribuer à cet atelier régional hautement important. Votre présence nous honore et rehausse encore davantage l'importance que revêt pour nous tous cette thématique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis plus de 10 ans, le paludisme constitue un problème de santé publique à Djibouti. En 2012, au moment où le pays allait être inscrit à l'agenda des pays à la phase de la pré-élimination du paludisme, une résurgence manifeste des cas a été notifiée jusqu'à ce jour. Les investigations scientifiques ont montré que cette augmentation excessive des cas a coïncidé avec l'invasion et l'expansion de l'Anophel stephensis, dont le morphotisme est bien adapté aux conditions du changement climatique et environnemental de Djibouti-Ville. L'atelier qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche d'ouverture qui est d'abord celle de nos travaux et d'échanges réciproques avec le monde du savoir sur la lutte contre les vecteurs et la recherche scientifique. À cet effet, le ministère de la Santé a noué de nombreux partenariats avec des laboratoires universitaires de premier rang, comme ceux de la sous-région, AHRI, Juma University, et du nouveau international comme l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille, LSTM. La qualité des thèmes à aborder comme des intervenants sollicités souligne en tout cas la grande ambition attachée à cet atelier et la force de lien
qui unissent déjà la sous-région. Nous vous remercions et vous souhaitons bon courage, un bon séjour. Je vous remercie. Le ministère du Travail, à travers l'ANEFIP, en partenariat avec l'USAID et le Centre Al-Rahma, a organisé hier une cérémonie de remise de certificats à quelques 47 jeunes formés au métier du bâtiment et des travaux publics. Ces formations, axées sur la plomberie, le froid et la climatisation, ainsi que l'électricité, ont été élaborées pour répondre aux besoins croissants du secteur du BTP. Un pilier essentiel du développement économique de Djibouti. En plus des compétences techniques, les participants ont bénéficié de sessions dédiées à l'employabilité et aux normes de sécurité animées par l'ambassade des États-Unis afin de renforcer leur préparation à intégrer le marché du travail. La cérémonie a rassemblé le secrétaire général du ministère du Travail, l'ambassadrice des États-Unis, des représentants de l'USAID et de l'ANEFIP, le directeur général d'Al-Rahma, ainsi que plusieurs employeurs du secteur de la construction. Cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement et de ses partenaires, notamment l'USAID, à promouvoir une main-d'œuvre locale compétitive, à réduire le chômage des jeunes et à soutenir la croissance économique du pays. L'événement s'est conclu par la remise officielle des certificats et une séance de réseautage offrant aux employeurs l'occasion de rencontrer ces jeunes talents prêts à rejoindre le marché du travail. Écoutons un extrait du discours de l'ambassadrice des États-Unis à Djibouti. Sur les normes de sécurité et la formation technique spécifique constituent des bases fondamentales pour ces jeunes professionnels. Les États-Unis vont continuer à soutenir les diplômés du programme à travers le projet de l'USAID pour l'emploi des jeunes, afin de les connecter à des employeurs qui recrutent, dont certains sont présents aujourd'hui. C'est une opportunité unique pour les diplômés de rencontrer directement des employeurs potentiels et de décrocher ainsi un emploi grâce à leurs nouvelles compétences. Soutenons ces jeunes hommes et femmes à acquérir des compétences nécessaires pour travailler dans les métiers les plus demandés et ainsi répondre à la demande d'un marché de plus en plus compétitif. Le gouvernement américain investit dans le capital humain à Djibouti en veillant à ce que les jeunes demandeurs d'emploi djiboutiens gagnent les compétences techniques et comportementales nécessaires pour réussir sur leur lieu de travail. Réduire le chômage nécessite des efforts coordonnés et une optimisation des ressources pour générer un impact durable. Les programmes comme celui que nous célébrons aujourd'hui sont la preuve de cet esprit de collaboration que je tiens à féliciter. Et voici à présent un extrait de l'intervention du secrétaire général du ministère du Travail. Les formations s'inscrivent dans le cadre du programme d'accompagnement vers l'emploi, PAVE, volet compétences pilotées, mises en œuvre par l'ANEFIP avec le soutien du projet de l'USAID pour l'emploi des jeunes. Le PAVE est un ensemble d'activités mises en place pour accompagner les jeunes demandeurs du marché local de l'identification du candidat demandeur d'emploi, le renforcement des compétences, l'accompagnement personnalisé et la mise en relation, connexion avec les employeurs du secteur privé, nécessaires pour une insertion professionnelle dans des emplois stables et pérennes. Cette initiative met l'accent sur le développement des compétences les plus recherchées par les employeurs du secteur BTP, tout en préparant une main-d'œuvre qualifiée pour soutenir la croissance économique. Sous le leadership du ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, à travers l'Agence nationale pour l'emploi et la formation professionnelle, l'ANEFIP, et grâce au partenariat stratégique avec l'USAID, le projet répond
contribue au renforcement des capacités de la main-d'œuvre locale et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, un défi mondial et aussi local. Nous sommes conscients que le défi de l'emploi des jeunes est un défi en partie lié à l'acquisition des compétences techniques et des compétences en employabilité. Ainsi, dans le cadre du projet de l'emploi des jeunes, l'ANEFIP, avec le soutien de l'USAID, a formé d'abord ces jeunes en compétences de base, en employabilité, afin de les aider les attitudes et les comportements pour réussir dans la formation technique et plus tard dans leur insertion professionnelle. Une importante délégation conduite par le secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Orkane Gebiahou, a donc effectué hier une visite dans la région d'Ali Sebi, accompagnée de personnalités de haut rang, dont le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, le député Elmi Mohamed Elmi Mahabé Elmi, l'ambassadeur plénipotentiaire de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie auprès de Djibouti, Berhanou, ainsi que M. Philippe Kessane Sankrepi, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, à Djibouti, et de Mme Fathi Alouane, directrice de la division santé et développement social de l'IGAD. La délégation comprenait de nombreux responsables de cette organisation régionale. À leur arrivée, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, et le président du conseil régional, Shermak Hassan Al-Alal, les ont accueillis chaleureusement dans le salon officiel de la résidence préfectorale. Cette mission avait pour objectif d'évaluer l'avancement des projets d'infrastructure, notamment le lycée technique et le centre de développement communautaire, tout en s'assurant du respect des délais et des normes, et résoudre les défis opérationnels rencontrés par les entreprises de travaux et les superviseurs sur le terrain. Renforcer également l'engagement de l'IGAD envers les projets visant à améliorer les conditions de vie des communautés locales et migrantes, améliorer la visibilité des initiatives de l'IGAD en démontrant l'importance des investissements réalisés dans ses États membres, et enfin tirer des leçons pour des projets similaires dans d'autres zones de la région de l'IGAD. Première étape, donc, Ali Adel, la délégation s'est rendue sur la localité de Ali Adel, une localité abritant un grand nombre de réfugiés provenant des pays voisins, accueillis par le sous-préfet Shab'an Daher. Elle a visité le chantier du centre de développement communautaire. Sur place, les membres de la délégation ont constaté que les travaux avancent à un rythme soutenu. Ces infrastructures comprennent des bâtiments administratifs, des écoles, des centres de santé, des installations sanitaires et des systèmes d'eau potable contribuant à améliorer les conditions de vie des populations locales et réfugiées tout en renforçant la gestion des migrations. Deuxième étape, le lycée technique d'Ali Sebi. Après leur périple à Ali Adé, la délégation a tenu une réunion au lycée technique d'Ali Sebi, chef-lieu de la région, actuellement en réhabilitation et extension. Ils ont assisté à une présentation détaillée des 2 chantiers en cours, mettant en lumière l'impact transformateur de ces projets sur les habitants. Un financement stratégique, le Fonds régional de migration de l'IGAD, financé par l'Allemagne via la KfW, soutient des initiatives visant à gérer les flux migratoires tout en améliorant les infrastructures locales. Ces investissements s'inscrivent dans une démarche visant à renforcer le développement économique et social dans les zones frontalières. Écoutons le président du conseil régional d'Ali Sebi. Et aujourd'hui, devant vous et devant les partenaires, je tiens à témoigner la gratitude et la reconnaissance de la population d'Ali Sebi pour les efforts qu'ils ont faits. À mon tour, monsieur le secrétaire exécutif, de vous rassurer que ces infrastructures, que ce soit à Ali Sebi ou à Ali Adé, soient des infrastructures qui vont servir à la population, mais aussi à la population haute et aux réfugiés. C'est à nous, nous avons partagé ensemble et nous partagerons ensemble demain. Donc, que ce soit Galerie Marchande, que ce soit le CDC, la population d'Ali Sebi est une population qui va partager tout. Et pour sa part, la directrice de la division santé et développement social de l'IGAD, Mme Fathi Alouane, a souligné que cette mission reflète l'engagement de l'IGAD envers les populations vulnérables des régions éloignées. Nous l'écoutons.
Visite de cette délégation, conduite aujourd'hui par Dr Werkene, s'inscrit dans cette volonté et aussi ces soucis constants du secrétaire exécutif de toujours prioriser les populations éloignées et situées à la périphérie des prises de décision au niveau central. Notre secrétaire exécutif a tenu donc à venir sur place pour constater aujourd'hui les avancées dans la réalisation du projet. Pour ma part, je reste convaincu qu'à travers la réalisation de ces infrastructures socio-économiques, l'IGAD et la République fédérale d'Allemagne sont d'ores et déjà très fiers d'occuper une petite place dans le cœur de toutes et ceux et celles qui profiteront des retombées bénéfiques de ces projets. Écoutons à présent un extrait du discours prononcé par le préfet de la ville d'Ali Sabieh, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta. Je souhaite la bienvenue tout d'abord dans la région de Ali Sabieh, connue aussi sous l'appellation des Askar. Le gouvernement djiboutien s'attellera à ce que ces infrastructures réalisées, que ce soit à Ali Sabieh ville, que ce soit à Ali Adé, il y aura une pérennité parce que c'est des choses que la population avait sollicitées et que les autorités des régions ont sollicité. Aujourd'hui, nous avons eu cet appui grâce aux efforts, grâce à l'abnégation de vos staffs qui ont tout fait pour que la région de Ali Sabieh soit la première région qui ait bénéficié de ces genres d'investissements. Donc, pour ça, rassurez-vous, je sais que vous êtes venus pour voir l'état d'avancement, chose qui montre votre engagement, votre souci à ce que ce projet voit les jours. Donc, nous sommes sûrs que nous allons tous ensemble, main dans la main, avancer pour que ce projet puisse se réaliser dans les meilleures conditions possibles. Et voici à présent le mot du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Mohamed Abdallah Mahyoub. Appelé à devenir un lieu de référence pour la formation et l'éducation, non seulement pour les communautés hautes, mais aussi pour les communautés réfugiées vivant dans les villages de réfugiés. C'est avec grand plaisir que nous avons travaillé avec l'IGAD en étroite collaboration pour que ces travaux de réhabilitation et d'extension puissent avoir lieu. Dès le début, avant même que les projets ne démarrent, avant même qu'il y ait des discussions, les ministères, selon la feuille de route qui a été donnée par Son Excellence le Président de la République, avaient déjà une ambition très grande pour ce centre. Depuis 2016, plus précisément de fin 2016, début 2017, le ministère de l'Éducation nationale a pris à bras-le-corps la question de l'intégration des enfants de réfugiés dans le système éducatif. Et nous avons nourri ensemble, avec le leadership de M. le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'ambition de faire de ce centre un hub régional pour accueillir tous les enfants et leur donner une formation qui leur permette de pouvoir soit s'insérer dans la vie sociale à Djibouti, soit de pouvoir utiliser et mettre en œuvre les compétences qu'ils vont avoir ici dans d'autres lieux, que ce soit dans leur pays d'origine ou bien dans des pays d'installation. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très satisfaits, très ravis de voir que les travaux de réhabilitation et d'extension avancent très bien, en étroite collaboration avec nos amis de l'IGAD, avec qui nous travaillons vraiment beaucoup. Nos équipes techniques sont en lien constant et direct avec non seulement l'IGAD, mais aussi les bureaux d'études. Et nous sommes très, très satisfaits de l'état d'avancement de ces travaux. Le parlementaire Hussein Mohamed Ali a participé à une mission officielle à Goma en RDC du 3 au 9 décembre dans le cadre des efforts
du Parlement panafricain pour renforcer la démocratie et promouvoir la paix en Afrique. La délégation a abordé la bonne gouvernance, l'intégration de la Charte de l'Union africaine sur la démocratie et les élections, ainsi que les mécanismes de résolution des conflits en se concentrant sur la situation instable de l'Est de la RDC. Cette mission illustre l'engagement du Parlement panafricain pour une Afrique pacifique et stable à travers des réformes politiques et institutionnelles. Et cette cérémonie de prestation de serment qui s'est tenue hier lors de l'audience solennelle de la Cour d'appel, présidée par la première présidente de la Cour d'appel, Mme Nemara Ali Welsameh. L'événement s'est déroulé en présence des familles des nouveaux magistrats, dans un cadre empreint de solennité. Cette cérémonie a permis à l'institution judiciaire d'accueillir 6 nouveaux magistrats, Abdurrahman Galabdarar, Ousmane Abdi Sougué, Aden Ali Bouh, Mouna Moumin Guedi, Ousmane Jama Ousmane et Ouaes Mohamed Ali. Au cours de son discours, la présidente de la Cour d'appel a tenu à rappeler aux nouveaux magistrats les responsabilités qui les attendent. Elle a notamment insisté sur le fait qu'un juge doit obéir uniquement à la loi, agir avec impartialité et garantir le respect des droits de chaque citoyen. Et après cette introduction solennelle, les 6 magistrats ont été invités à se présenter à la barre pour prêter serment, marquant ainsi le début de leur engagement au service de la justice. À la une également, le navire Hôpital Arche de la Paix de la marine de l'armée populaire de la Chine a accosté au port de Djibouti pour une semaine dans le cadre de la mission Harmonie 2024. Cet événement marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine, illustrant leur engagement commun en faveur de la solidarité internationale. Durant son séjour, l'Arche de la Paix offre des services médicaux spécialisés à la population civile. Ce navire, reconnu mondialement pour ses capacités médicales, propose des consultations générales, des examens spécialisés et même des interventions chirurgicales complexes. En étroite collaboration avec les autorités locales, le personnel médical chinois répond aux besoins de santé prioritaires, apportant un soulagement concret à de nombreuses familles. Pour garantir le succès de cette opération humanitaire, la garde-côte djiboutienne a déployé un dispositif exceptionnel en coordination avec les autorités civiles. Elle assure donc la gestion des flux de patients et la sécurité des infrastructures médicales, la facilitation des échanges linguistiques et culturels grâce à 2 sous-officiers djiboutiens maîtrisant le mandarin. Une surveillance maritime conjointe avec la Marine nationale renforçant la sécurité autour du port. Cette mission humanitaire met en lumière l'impact concret des relations bilatérales sino-djiboutiennes sur le bien-être des populations. En combinant expertise, ressources et solidarité, l'escale de l'Arche de la Paix représente un modèle de coopération durable et mutuellement bénéfique, tout en renforçant donc les bases d'une amitié historique entre les 2 nations. Le colonel Ouaes Omar Bokhoreh, commandant de la garde-côte djiboutienne, a salué cette initiative. Et dans l'actualité internationale, selon un rapport présenté au sommet de l'ONU à Riyad sur la désertification, près de 40% des terres fertiles de la planète sont affectées par la sécheresse, compromettant les écosystèmes et l'agriculture. En 1970 et 2020, plus des 3/4 des terres mondiales ont connu des conditions plus sèches qu'auparavant. Cette crise aggravée par le changement climatique, la déforestation et le manque d'eau menace la population, la production agricole et la sécurité alimentaire mondiale. L'aridité croissante pousse également à des migrations dans les régions les plus touchées, comme le sud de l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud. Les discussions qui se poursuivent jusqu'à vendredi visent à trouver des solutions face aux sécheresses croissantes et à la dégradation des terres. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Télé Djibouti.